Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. L'Agence universitaire de la francophonie appuie la francophonie scientifique. Un nouveau concept innovant pour rapprocher les universités et la recherche scientifique du monde de l'entreprise. Il y a une adhésion de plus en plus forte de plusieurs pays de l'espace francophone ou de l'espace francophile à l'idée de coopérer ensemble dans un espace scientifique commun. La cécité des rivières bientôt vaincue au Cameroun. Et c'est aussi grâce à l'apport scientifique africain. On est en bonne voie. Je pense que le Cameroun peut atteindre ses objectifs, je crois, en 2025 pour l'éradication de l'onchocercose. Miser sur le local, capter la population informelle, ce sont les priorités des assureurs africains pour augmenter leur part de marché. Le taux de pénétration de l'assurance dans nos pays il est encore très faible. Il est entre 1 et 2%. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matière à assurer. La francophonie est à l'honneur et Bucarest a été le théâtre d'un rendez-vous international très attendu. L'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, a choisi le mois dernier la capitale roumaine pour réunir 35 ministres de l'enseignement supérieur et fêter ses 60 ans tout en lançant un nouvel exercice ambitieux, les premières assises de la francophonie scientifique. Nos journalistes Laurent Soustras et Lionel Cauchois ont assisté à cette première édition. Des ministres de l'enseignement supérieur, des experts scientifiques, économiques ou institutionnels et des étudiants francophones de haut niveau. C'était un face-à-face très attendu à Bucarest organisé par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie qui recense plus de 1000 universités ou structures de recherche membres, est aujourd'hui le premier réseau universitaire du monde. À l'occasion de son 60e anniversaire, elle affine son objectif de mieux valoriser le savoir-faire d'excellence des universités francophones et leur plus-value dans le monde de l'entreprise et de l'économie. Il y a une adhésion de plus en plus forte de plusieurs pays de l'espace francophone ou de l'espace francophile à l'idée de coopérer ensemble dans un espace scientifique commun. Nous avons lancé les premières assises de la francophonie scientifique pour donner du contenu à la francophonie scientifique, parce que c'est un concept qui est fédérateur. Ces premières assises de la francophonie scientifique ont convenu 10 ateliers thématiques construits autour de priorités stratégiques issues d'une consultation mondiale effectuée par l'AUF l'an dernier. 15 000 réponses en provenance de 75 pays ont permis d'établir un livre blanc et ont affirmé les axes de la stratégie de l'agence pour les 5 prochaines années. Ces axes sont essentiellement l'internationalisation des universités, le réseautage, le partenariat, l'employabilité et l'entrepreneuriat. Et c'est ressorti comme un grand défi de la plupart des pays du Sud aujourd'hui, parce que pendant des années, on a rêvé d'avoir plus de compétences, on a rêvé d'avoir plus de jeunes à l'université. Et finalement, l'Afrique, par exemple, a fait des efforts énormes pendant 15-20 ans pour avoir beaucoup plus de jeunes à l'université. Le paradoxe, c'est qu'au bout de ces années d'efforts, on se retrouve avec un taux de chômage de diplômés encore plus élevé. Parce qu'on n'a pas su gérer la massification, parce que la qualité n'a pas forcément suivi la quantité. Qui de mieux aujourd'hui pour sortir de ce paradoxe que l'élite des étudiants francophones du continent, des étudiants qui cherchent justement à élargir leur horizon et entreprendre des recherches de niveau international, comme Katia Relazi par exemple. Cette doctorante algérienne est bénéficiaire d'une bourse financée par l'AUF pour finaliser en Roumanie ses recherches sur le traitement des eaux usées industrielles. J'étais très contente, bien sûr, parce que je pouvais effectuer mes recherches en Roumanie et avancer surtout mes recherches pour faire des publications, des articles qui me permettent d'avancer dans ma thèse. Même détermination pour Crespin, né en Tanzanie dans un camp de réfugiés du Burundi et aujourd'hui étudiant à l'université américaine de Beyrouth au Liban. Il a gagné le concours 60 secondes pour convaincre organisé par l'AUF. J'ai pensé à quelque chose. Imaginez transformer, produire du biogaz en partant des restes des aliments
et la bourse d'OVA. J'ai fait les recherches et tout ça à propos de ce projet et j'ai vu que c'est possible. J'ai même commencé à développer, à construire le prototype. Alors, on peut utiliser la bourse d'OVA sur les restes des aliments, on peut transformer ça en biogaz et après purification, on peut utiliser le biogaz pour générer de l'électricité ou même utiliser le biogaz pour cuire. Et aussi, c'est quelque chose qui est très bon pour la protection de l'environnement parce qu'au Burundi, beaucoup utilisent le bois de chauffe comme source de l'énergie. Alors, si on pouvait transformer ça et utiliser le biogaz, ça sera la protection de l'environnement et ça sera un changement dans ma communauté, avoir de l'électricité alors que les gens n'avaient pas d'électricité. La trentaine de ministres de l'enseignement supérieur présents à Bucarest, une bonne moitié en présentiel, a bien compris le lien étroit entre ces étudiants et le développement des pays du Sud. Il s'agit pour la République du Congo de faire de telle sorte qu'au-delà de la recherche fondamentale, la recherche soit appliquée, qu'elle soit en mesure de nous permettre de faire face aux différents défis de développement auxquels se trouve confronté mon pays. Et c'est pour cela que le programme national de développement en cours s'articule essentiellement sur la recherche, notamment dans le domaine de l'agriculture. Ces priorités vont devoir composer avec la situation très contrastée des pays africains qui implique pour certains un recours rapide aux outils numériques. Je pense qu'aujourd'hui au Mali, nous sommes confrontés à la double problématique de la crise sécuritaire, mais aussi de la Covid. Et de ce point de vue, je pense que nous avons essayé de travailler beaucoup sur le développement de l'enseignement numérique à travers le campus numérique de Bamako. Nos jeunes sont en relation avec l'ensemble du monde scientifique de la francophonie en termes d'offres de formation, en termes donc même d'accès à la documentation scientifique. Donc je pense que c'est un outil précieux que nous avons et qui sert beaucoup à nos étudiants. Privilégier le numérique, mais aussi la relation universitaire sud-sud sont des axes de développement importants pour les universités africaines. L'Égypte et ses 18 universités membres de l'AUF sont déjà très engagées dans ce partenariat. Inviter des étudiants francophones de différents pays africains à rejoindre des formations et des programmes importants, mais également des cursus de 3e cycle, et les encourager à revenir sur notre continent africain afin d'y contribuer dans des domaines clés dans les différents secteurs. La diplomatie scientifique devra aussi encourager la place des femmes, comme l'a rappelé la représentante de la République du Congo. Surtout, il s'agira pour nous de pouvoir établir des discriminations positives en faveur des jeunes filles. Des jeunes filles qui, généralement, ne s'intéressent pas aux sciences. Il s'agira pour nous, à travers un certain nombre de mesures que nous pourrons adopter, faire de telle sorte que les sciences aient une connotation en termes de genre et que les jeunes filles, qui sont tout aussi talentueuses que les jeunes garçons, puissent véritablement s'impliquer dans le domaine des sciences. Un manifeste de Bucarest pour établir les bases de ce dialogue international sur l'avenir des jeunes est en cours de finalisation. La volonté est de le verser comme contribution des ministres francophones de l'enseignement supérieur aux documents qui seront remis aux chefs d'État lors du sommet de la francophonie de Djerba. C'est un nouveau coup de fouet de près de 2 milliards de dollars aux infrastructures portuaires africaines. L'opérateur DP World basé à Dubaï et le financier britannique du développement CDC ont formé en partenariat pour l'expansion des ports de Dakar au Sénégal et d'Ain Sokna en Égypte, ainsi que l'amélioration de la logistique du port de Berbera dans le Somaliland. Ces investissements sont destinés à doper le commerce vers les pays sans accès à la mer, notamment le Mali et l'Éthiopie. Une percée pour la science, la santé infantile et la lutte contre le paludisme. C'est en ces termes que le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué la recommandation de son organisation de déployer massivement un vaccin antipaludique pour les enfants dans les zones à risque. L'Afrique subsaharienne devrait être la première à bénéficier de ce nouveau vaccin RTSS fabriqué par la firme britannique GSK, qui réduit le paludisme sous sa forme grave de 30%. L'Alliance du vaccin Gavi et d'autres acteurs de développement étudient actuellement la question de son financement.
Et la question se pose aussi de la valorisation du savoir-faire scientifique africain dans les traitements médicaux. Exemple au Cameroun où l'onchocercose, aussi connue sous le nom de cécité des rivières, est en voie d'élimination. Le Mectisan, le traitement contre la maladie, a fini par porter ses fruits. Mais pour en arriver là, il a fallu la contribution de la recherche au niveau local, l'engagement des pouvoirs publics et surtout une découverte extraordinaire. Les secrets d'une lutte à succès contre une maladie qui a longtemps constitué un frein au développement, c'est un reportage d'Aboubacar Sidik Mounchili, notre correspondant au Cameroun. Inscrit au Cameroun comme problème national de santé publique, l'onchocercose, encore appelée cécité des rivières, est en phase d'élimination dans le pays. L'onchocercose, c'est une infection oculaire, une parasitose due à un ver et transmise par la piqûre d'une mouche simulée. Il y a très peu de zones où on constate l'existence, particulièrement dans les zones du centre et dans les zones du littoral, où les évaluations épidémiques qui ont été faites ont montré des prévalences qui restaient encore quelque peu élevées. Des prévalences un tout petit peu élevées qui restent, tout comme il reste encore aujourd'hui au Cameroun, de l'onchocercose, le souvenir d'un passé douloureux, d'une maladie qui a fait des ravages et décimé les populations. Il y avait de la souffrance avec l'onchocercose dans les foyers endémiques. J'ai vu nos compatriotes à Bafia, à Bayomène, à Kiki, à Guéboba, à Esséré, souffrir de l'onchocercose. On voyait des jeunes filles dont la peau était complètement détruite par l'onchocercose. Des jeunes hommes défigurés par l'onchocercose avec des jambes qui présentait ce qu'on appelle dans le jargon la peau de léopard. On avait beaucoup d'aveugles dans le Mbam du fait de l'onchocercose. Il y avait dans chaque famille au moins 2-3 enfants épileptiques du fait de l'onchocercose. Et les dernières évaluations que nous faisons dans ce foyer, nous voyons que les enfants aujourd'hui n'entendent parler de l'onchocercose que de façon historique. Sur moi, j'avais des boules qui sortaient sur mon corps. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai montré au médecin en chef. Et de surcroît, c'était l'onchocercose. J'ai été opéré. Je peux bien vous montrer des cicatrices sur moi. Après les expériences de longues années de lagage par voie aérienne, de l'insecticide le long des cours d'eau et des rivières dans les zones endémiques pour tuer les agents responsables de la pathologie, la lutte sur le terrain s'est vue révolutionnaire avec l'arrivée du traitement à l'échelle communautaire à base de l'ivermectine. Cette nouvelle démarche, moins coûteuse que la première, mise en œuvre à travers de nombreux projets initiés, s'appuie depuis plusieurs années au Cameroun dans le cadre du programme africain de lutte contre l'onchocercose sur la détermination des pouvoirs publics et une chaîne d'acteurs bien engagés. Et nous, on a la chance du Cameroun qu'on a eu un accompagnement des ONGD. Nous en avons au moins 4 actuellement au Cameroun. On avait 5, il y avait KTSNT, il y a HKI, il y a Perspective, il y a IEF et il y a SAIS-CV. Bon. Ces ONGD nous accompagnent et puis nous avons un donateur MDP qui est aux États-Unis qui nous donne le Mectisan gratuitement près pour 20 milliards de francs. L'ivermectine, connue sous le nom de Mectisan, en prise orale unique distribuée gratuitement, est efficace. Mais dans certaines zones dans le pays, chez certains patients, la prise de ce médicament se révélait plutôt dramatique. On a eu des patients qui ont eu de céphalées sévères, des maux de tête très sévères, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires très sévères qui pouvaient clouer le malade au lit pendant une semaine, voire plus, et dont le malade est immobilisé. Et on a même décrit des cas de coma après le traitement. Or, on ne savait pas pourquoi est-ce que certains patients réagissaient de cette façon. C'est ce qui a mené ce chercheur camerounais et son équipe du Centre africain de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales à mener de nombreux travaux de recherche. Les résultats ont montré que le traitement contre la cécité des rivières n'avait pour ces patients aucune chance d'aboutir en raison de la présence du loa-loa ouvert de l'œil africain. Cette filariose distincte, quand elle affecte un malade de la cécité des rivières, rend l'ivermectine ou Mectisan impossible à administrer sous peine de sérieux effets secondaires et pourrait même faire courir un danger de mort aux porteurs de 2 filarioses.
Après que nous ayons découvert que ces effets indésirables étaient dus à cette filaire Loa-Loa, il était maintenant question de savoir comment faire pour prévenir ces effets indésirables. Alors on a essayé d'autres médicaments pour voir si ces médicaments pouvaient soigner la loise et donc éviter la survenue des effets indésirables après le traitement par le mectisant, mais aucun médicament n'a véritablement marché sur la loise. Jusqu'au moment où nous avons pensé qu'on pouvait tester les gens pour la loise, de façon à identifier les personnes qui ont de fortes charges de loise et de les soustraire du traitement par le mectisant pour traiter le reste de la population en toute sécurité, sans risque d'effets indésirables. Le Loascope, un microscope miniaturisé, couplé avec le téléphone mis au point, permet en 3 minutes de déterminer la charge parasitaire de Loa-Loa. Avec cet appareil, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été testées et puis traitées par la suite dans de nombreux districts de santé au Cameroun. Cette nouvelle stratégie se présente non seulement comme une arme efficace, mais précieuse pour rassurer les populations et dissuader ceux qui développent la peur face à la prise du mectisant. On est en bonne voie. On est en bonne voie. Je pense que le Cameroun peut atteindre ses objectifs, je crois, en 2025 pour l'éradication de l'onchocercose. Nous sommes en bonne voie et nous continuons à sensibiliser nos populations pour qu'elles adhèrent effectivement à cet idéal-là, à travers nos communautés, et nos mairies et tous les leaders que nous avons. La loise, présente au Cameroun dans les zones endémiques de l'onchocercose, l'est aussi dans certains pays de la sous-région Afrique centrale et même de l'Afrique de l'Ouest, d'après le Centre africain de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales. Le professeur Joseph Camion compte, avec le concours de nombreux partenaires engagés dans la lutte contre l'onchocercose sur le continent africain, partager cette expérience qui a marché au Cameroun avec les autres pays. En 2019, l'OMS a estimé la prévalence des infections à Onchocerca volvulus dans le monde à 20 millions de cas, avec plus de 99% des sujets infectés vivant dans 31 pays africains. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. C'est un événement capital pour l'Afrique et sa diaspora qui se tient à la fin du mois en France, à Strasbourg. Construire demain et le deuxième sommet de la diaspora, c'est une plateforme d'échange, de rencontres et de découverte des opportunités offertes par le continent africain et dont je suis très fière d'être à la marraine cette année. Au programme, pas seulement l'activité économique, la création d'emplois ou le numérique, mais aussi des sujets moins facilement abordés. Par exemple, l'emploi et l'insertion professionnelle en contexte d'exil ou comment financer son projet en Afrique quand on est l'un des 3,6 millions de Français de la diaspora africaine. J'ai demandé à Priska Mbokoé et Arland Yuger, membres de l'équipe dirigeante du sommet, à quoi il fallait s'attendre dans cette édition 2021. Nous avons pensé à apporter un contenu qui soit innovant, positionné dans les green tech. On n'est pas sans savoir que la technologie aujourd'hui doit surtout répondre aux enjeux environnementaux et sociaux de notre monde. Ce sera un événement aussi pour s'inspirer, pour recevoir et partager l'expérience de ceux qui ont réussi,
de ceux qui ont passé le chemin avant nous et qui ont des conseils à nous donner. Ce sera aussi un événement business, parce que c'est le nerf de la guerre. Des relations business qui ne sont plus positionnées que sur le profit, mais qui sont des vraies relations qui vont construire le monde souhaitable et vivable que nous voulons. Le sommet de la diaspora africaine est une plateforme de rencontres, d'échanges, de collaboration entre la diaspora africaine et son réseau. C'est une plateforme où on va pouvoir échanger sur les enjeux du continent africain et les solutions que nous pouvons apporter en tant que diaspora avec notre réseau à ces challenges qu'on a pu identifier. On se positionne, le sommet de la diaspora africaine se positionne en tant qu'apporteur de solutions et c'est dans ce cadre-là que chaque sommet de la diaspora est porteur d'un projet. Sur le premier, nous avions identifié la nécessité sur le territoire, sur notre territoire à Strasbourg, de disposer d'une maison de l'Afrique, comme on peut en trouver une à Paris ou bien à Montréal. Et sur cette édition, ce que nous souhaitons faire, puisque, comme on l'a dit, comme vous le savez, en tout cas, l'argent c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de pouvoir, avec cette édition-là, monter une levée de fonds, lancer une levée de fonds pour pouvoir accompagner ces initiatives-là, ces projets vers le continent. Décidément, le mois d'octobre est particulièrement africain en France puisque deux autres événements exceptionnels ont rassemblé des représentants du continent et de la diaspora. C'est ainsi qu'à Paris, l'événement Business Ambition Africa 2021 a réuni 1200 entreprises, dont plus de 400 africaines, pour faire le tour des enjeux post-Covid avec une emphase particulière sur la nécessité pour le continent de saisir au vol les opportunités d'industrialisation. Et bien sûr, Montpellier a accueilli le sommet France-Afrique qui a rassemblé autour du président Emmanuel Macron des représentants de la société civile et de la diaspora africaine. Un fonds d'amorçage de 10 millions d'euros pour soutenir les start-up africaines a été annoncé pendant l'événement. La Banque africaine de développement se dit prête à garantir les prêts des entreprises africaines qui veulent vendre leurs produits sur le continent. L'idée est de faciliter le commerce interafricain qui se développe depuis le 1er janvier à travers la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. La BAD consacrerait 7 milliards de dollars à ce soutien sur les 5 prochaines années. Afreximbank et l'Africa Finance Corporation se sont également engagés à assister les entreprises africaines dans cette phase de développement du libre-échange. Nous restons dans la finance avec un secteur en train de décoller en Afrique. Le taux de pénétration du marché des assurances demeure encore bas et le premier obstacle à son développement est bien sûr la part considérable du secteur informel dans l'activité économique. Mais les assureurs du continent tentent bien inverser la tendance en misant sur leur connaissance pointue du terrain local. Regardez. Depuis les indépendances des années 60, le marché de l'assurance en Afrique s'est considérablement développé. D'après la FANAF, la Fédération des assurances africaines de droit national, créée en 1976, le chiffre d'affaires du secteur est passé de 15 à 400 milliards de francs CFA aujourd'hui et le nombre de sociétés a été multiplié par 20 avec 8000 employés. Dans nos pays, il n'y avait que des agences, des filiales des grands groupes français. Mais la plupart des sociétés se sont transformées en sociétés de droit national avec le capital, le siège, et ainsi de suite, qui se trouvaient dans nos pays. Et je crois que la FANAF a beaucoup favorisé. C'est justement cette organisation qui a permis la croissance que l'on connaît aujourd'hui, avec une préoccupation majeure, africaniser l'assurance et faire émerger des compagnies et des cadres africains qui ont pris peu à peu la place des grandes sociétés européennes héritées de la colonisation. L'enjeu était de mobiliser l'épargne pour financer les économies des jeunes États indépendants. Les initiateurs des projets de la FANAF, qu'ils soient sénégalais, ivoiriens, gabonais ou congolais, étaient à la tête de sociétés nationales d'assurance qui n'avaient pas d'appui en dehors de leur pays et qui avaient besoin de s'adosser. Et ne pouvant pas compter individuellement, elles ont pensé qu'en se mettant ensemble, elles devenaient une force un peu plus appréciable que si elles restaient chacune dans son secteur, dans son pays. Et on connaît aujourd'hui les résultats de cette stratégie. Mais on est encore loin du compte. On estime à plus de 50% de la population active non encore couverte par les assureurs. Le taux de pénétration de l'assurance dans nos pays il est encore très faible. Il est entre 1 et 2%. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matières à assurer. Il y a beaucoup de biens qui ne sont pas encore assurés.
La FANAF accompagne depuis 40 ans ses membres dans le développement du secteur en plein bouleversement. Elle agit aussi en tant que lobby pour faire évoluer la législation. Dans les années 1980, l'association professionnelle a plaidé, par exemple, pour une approche africaine de l'indemnisation des risques corporels, de santé, des victimes d'accidents de la circulation, et les pays vont adopter des lois qui instituent des barèmes mieux adaptés au pouvoir d'achat des assurés. Il faut que nous collectons beaucoup d'épargne pour pouvoir peser lourdement sur le financement de nos économies. Faire en sorte que les Africains ne dépendent pas surtout de la Banque mondiale, du FMI ou de l'Occident pour financer certains projets. Je pense que si on dote l'assurance africaine d'un cadre réglementaire et fiscal adéquat, on pourra collecter beaucoup d'épargne qui pourra servir au financement de tous ces projets qui permettront à l'Afrique d'être émergente. Le potentiel de l'assurance non encore couvert aiguise l'appétit de grands groupes internationaux qui trouvent là un territoire à conquérir. Face à ces nouveaux enjeux, l'assurance africaine cherche à se réinventer et à proposer de nouveaux produits, en exploitant les capacités offertes par l'éthique notamment. Le premier de ces produits, donc, ça devrait être des produits qui puissent être commercialisés par le digital. Par le digital qui commence par l'ordinateur, qui se prolonge par les smartphones, qui se prolonge par les tablettes. Et ça nous ouvre un horizon qui est quasiment infini. Infini en termes d'offres, infini également en termes de demande, parce que les attentes de nos assurés sont de plus en plus importantes. Et pour satisfaire ces attentes, nous n'avons plus le temps. Presque tous les États africains caressent aujourd'hui le rêve d'accéder au statut de pays émergent. De grands projets d'infrastructures sont ainsi lancés à travers le continent et des pôles de croissance sont en chantier. Les assurances pourraient bien accompagner cette effervescence. Mais il s'agit d'investissements lourds qui exigent des assureurs de solides capacités pour apporter une couverture contre tout risque. Et faute d'apporter des garanties suffisantes, ce sont des géants de l'assurance non africains qui sont choisis par les maîtres d'œuvre pour mettre leurs investissements à l'abri de tout sinistre. Essayer quand même de faire respecter la réglementation. Moi, je n'ai rien contre certaines sociétés qui interviennent dans les infrastructures en Afrique. Mais malheureusement, elles contournent la législation. Elles ne sont pas du tout assurées sur place. Après avoir contribué à africaniser l'assurance dans les premières décennies des indépendances, les compagnies du continent doivent donc faire face à la mondialisation avec la concurrence des majors internationales. Reste donc aux compagnies africaines de s'adapter à cette nouvelle donne et à exploiter leur force, la connaissance du terrain. Par exemple avec l'élargissement du champ de l'assurance à la protection des populations rurales et des récoltes et à la modernisation de l'agriculture. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 561. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Qu'est-ce que l'AUF, l'Agence unie des francophiles, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Agence universitaire de la finance? Deuxième question, qu'est-ce que l'onchocercose? Un médicament, une maladie intestinale, une infection oculaire? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses, bien sûr. Ce jeu, par exemple, est le jeu numéro 561. Le gagnant recevra 150 $ par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 560. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Que collecte Red Plast? Réponse, du plastique. Deuxième question. Quel est le montant de la ligne de crédit accordée par l'ICD à la BNDE au Sénégal? Réponse, 12 millions d'euros. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai le journaliste écrivain Sédik Abba qui nous parlera de la crise sécuritaire au Sahel et plus particulièrement de la place des jeunes dans le mouvement Boko Haram. En attendant, vous pouvez bien évidemment revoir cette émission
sur notre site newsafricaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.